Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation et vous répondez par vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Donc, commençons en parlant un peu de la finale de la Coupe Stanley. Je vais même commencer par vous montrer un extrait de la finale et on s'en parle dans quelques secondes. Oh, what a hit by Tkachuk on Eichel. And Eichel is heading straight off to the Golden Knights bench. You watch him with the puck here. He's going to fall right into that hit. It's a good, solid, clean check from Matt. Donc, l'affirmation, Matthew Tkachuk méritait une inconduite de partie pour sa mise en échec sur Jack Eichel. Julien? Rouge, je pense. Peut-être ce qui a fait balancer. Non, rouge, parce que si je compare à d'autres qui est arrivé, là, ce qui a peut-être été en balance pour les arbitres, c'était le pace du match, c'était le personnage Matthew Tkachuk et aussi le fait que, parce que là, la séquence est assez courte, là, mais il se donne une sale crinque qui part quasiment de la bande adverse pour venir le frapper. Là. Donc, c'est clair, là, je pars de très loin pour aller te geler solide. Mais si tu regardes le temps de la rondelle, si tu regardes l'endroit où l'épaule a cogné, non. Hugo? Fait que je vais dire rouge. Moi aussi, je vais dire rouge. Peut-être pas une inconduite de partie, mais un charging. 5 minutes. L'intention était claire, comme Jules l'a dit. Là, il savait c'était qui sa cible. Il voulait créer quelque chose. Il voulait changer le momentum de place. Fait que non, je veux dire rouge, mais peut-être majeur. Éloi? Je veux dire rouge, parce qu'honnêtement, si Eichel ne trébuche pas avant de frapper Tkachuk, le contact n'est pas aussi haut. Donc, oui, c'est une mise en échec forte, une grosse mise en échec, mais d'après moi, ça ne mérite pas une inconduite de partie non plus. Peut-être un 2 minutes pour charging, mais le fait qu'Eichel a trébuché, ça a fait le résultat qu'on connaît. Là, donc, Marc-Antoine? Rouge aussi, puis je pense que le 10 minutes, c'était aussi pour... c'était 4-0, oui, mais c'est parce que s'il reste sur la patinoire, puis il n'y a pas de punition, puis il y a une présence contre le trio de Colesseur, tu peux perdre, ça peut commencer à dégénérer assez rapidement. Ouais. Fait que je pense que c'était aussi pour jouer safe. Là. 4-0. C'est une gestion de match plus que d'autres choses. Là. Ouais, fait que je pense que c'est beaucoup plus ça. Là, puis, ouais. Puis tu vois qu'Eichel ne l'a pas vu venir. Fait que je sais pas s'il a trébuché un peu, pas volontairement, mais en se disant j'aime quasiment mieux y tomber dans les jambes qu'il me pogne solide. Ouais, exact. On voit qu'il a anticipé aussi un peu là, en perdant l'équilibre. Il a comme tassé sa tête. Ouais. Puis tu vois qu'il tombe bizarrement, hein? Il tombe quasiment il a l'air, mais au ralenti, tu as l'impression qu'il tombe volontairement. C'est probablement pas le cas, mais il tombe drôlement. Tu vois que la lame est bien droite et elle fait tout simplement tomber. Là. Il y a comme pas. Tu vois rien dans son patin qui montre qu'il n'aurait pas eu une craque ou quoi que ce soit. Là. Donc, après la rencontre, il a lui-même en fait mentionné comme quoi pour lui, c'était une mise en échec légale que Tkachuk a faite. Le hockey, c'est un sport de contact et il faut s'attendre à en recevoir parfois. Puis il dit justement qu'il a comme perdu l'équilibre, ce qui a fait en sorte qu'il est comme tombé juste avant. Mais non, j'y vais avec rouge également. Pour moi, c'était pas une inconduite de partie dans ce cas-là. Prochaine affirmation, restons dans la thématique de la finale de la Coupe Stanley. Jonathan Marchessault remportera le Conn Smythe en cas de victoire des Golden Knights. Hugo? Ouais. Pour vrai, de la manière qu'il se comporte, de la manière qu'il a rebondi durant les premiers matchs où tout le monde était contre lui, il a marqué des buts importants. Je ne verrais pas comment ça serait pas lui. Puis, ça serait le deuxième joueur depuis Gretzky. Le deuxième joueur, non repêché depuis Gretzky à remporter le Conn Smythe. Donc, si ça, c'est pas la cerise sur le Sunday de sa belle carrière, là, de toute son évolution dans la LNH, je sais pas c'est quoi, il mérite amplement pour vrai. Éloi? Avec Vert également, ça a été un leader. Il a scoré dans les grands moments. 12 buts en 19 matchs déjà. Eichel a des grosses séries aussi. Aiden Hill, ça n'a peut-être pas été un game changer. Fait que je pense que leur meilleur joueur dans les playoffs, là, ça a été Jonathan Marchessault. Marc-Antoine? Je pense qu'à date, oui, surtout s'ils finissent par les balayer, puis que la Floride n'est jamais dans le coup, peut-être. Surtout qu'il y a une douzaine de buts, dont tous ces buts sont dans les matchs les plus importants, c'est-à-dire la 3e et la 4e ronde.
Par contre, si c'est pas exclu que les Panthères reviennent et que Eichel, s'il fait, je sais pas moi, s'il réussit à faire 6 buts en 4 matchs, ben là, soudainement, on risque de le donner à Eichel parce qu'il a un bon début de séries éliminatoires. Il a été relativement constant, bon défensivement. Puis en plus, il vient rechercher la série. Fait que tout n'est pas joué. Mais à date, il faut dire que c'est Marchessault qui est clairement le front-runner. Julien? Mais c'est ça. Ça va être entre lui et Eichel, selon moi. À moins qu'Adden Hill, peut-être qu'il vole des matchs littéralement. Là, c'est parce que tu sais, des statistiques impressionnantes. Dans 13 matchs, là, il est à 938. Là, c'est quand même pas à négliger. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, un gars comme Martinez aussi, son impact est juste incroyable dans cette série-là. En fait, depuis le début des séries, donc il y a beaucoup de candidats, mais oui, je pense que connaissant comment ça marche d'habitude, ça va être Marchessault. Je vais avec Vert également, puis comme tu le dis, connaissant comment ça fonctionne, Elo en a parlé, mais Adden Hill, oui, a des bonnes séries, mais je pense pas que c'est la raison pourquoi les Golden Knights sont là, puis pour qu'un gardien, justement, ait ce tag du Conn Smythe, il faut vraiment qu'il se démarque, un peu comme Bob Roski a pu le faire du côté des Panthers depuis le début des séries, quoique ça va moins bien en finale, mais quand même, c'est plus rare que ça arrive, il faut vraiment que le gardien ait connu des séries extraordinaires et qu'on n'attende pas son équipe aussi loin au cours des séries. Donc, tout le monde est encore d'accord. Je dirais, on va passer dans mon équipe avant d'y aller avec un prochain vert rouge en espérant qu'il y ait un peu de changement d'opinion. Donc, dans mon équipe cette semaine, on parle de 2 défenseurs. Brett Pesce contre Devon Toews. Donc, en termes de statistiques, évidemment, Pesce est dans la Ligue nationale depuis plus longtemps, malgré le fait qu'il est un peu plus jeune. Toews a remporté une Coupe Stanley l'an dernier avec l'Avalanche. Et quand on regarde côté statistique, en termes de points, c'est très, très semblable, mais en beaucoup moins de matchs pour Toews. Le différentiel aussi à l'avantage de Devon Toews. Et en séries éliminatoires, c'est la même chose aussi. Évidemment, Toews est dans une formation en ce moment avec l'Avalanche, en jouant avec Cale Makar et dans une formation peut-être plus offensive que les Hurricanes. Il a un rôle un petit peu plus offensif que Brett Pesce. Mais quand même, c'est intéressant de voir à quel point ses statistiques se sont améliorées depuis sa dernière année avec les Islanders jusqu'à aujourd'hui. Donc, commençons en fait avec toi, Éloi. Qui choisis-tu entre les deux? Moi, j'irais avec Devon Toews, puis pas juste pour les stats qui sont à l'écran. Je pense qu'avec les Islanders, il était quand même très bon défensivement aussi. Il a cette capacité-là. Il a joué beaucoup moins de matchs que Pesce, donc on a beaucoup vu Brett Pesce depuis le début de sa carrière, très bon défenseur offensif. Mais Toews, c'est un genre de joueur qui fait tout bien, puis c'est une bonne partie de la raison pour laquelle l'Avalanche a une excellente brigade défensive. Pour vrai, je prendrais ce joueur-là, un joueur très complet là, défensivement et offensivement. Marc-Antoine? J'ai tendance à dire Toews aussi pour une simple raison, mais en même temps, je ne m'arracherai pas les cheveux sur la tête. Là, si on me donne Pesce ou Devon Toews, je pense que c'est assez similaire. Par contre, Devon Toews, je trouve que le fait de jouer avec Makar, je ne sais pas si c'est ça, mais il avait tendance à remettre beaucoup les rondelles systématiquement sur le bord des bandes. Puis là, de plus en plus qu'il joue avec Makar, de plus en plus, il essaie des fois des sorties de zone un peu plus au centre de la glace. Puis de plus en plus, c'est pas c'est arrivé une couple de fois que je l'ai vu jouer avec le Colorado, d'essayer quand même des stretch pass, là, des bonnes bombes. Fait que je me dis, ne serait-ce que pour ça, un défenseur un petit peu moins systématique, le Pesce, je trouve qu'il a tendance à remettre ça un petit peu plus, c'est ça, sur le bord des bandes. Mais écoute, c'est 2 bons choix. En même temps, on pourrait dire qu'il est droitier, non moins des droitiers fiables. Puis je trouve que le fait qu'il n'a pas été changé, ça me le rend super attachant parce qu'on a tendance à faire des liquidations un peu partout dans la Ligue nationale. Puis il y a un peu comme lui qui reste avec son équipe repêchée puis qui offre des bons services année après année. Je trouve que ça a quand même une très, très grande valeur. Donc, Devon Toews, mais un comme l'autre, moi, je serais heureux. Là. Julien? Je vais aller avec Devon Toews, mais de pas grand-chose. Brett Pesce, je pense qu'il est plus physique un peu. Il est peut-être plus gossant défensivement. Il y a moins de touches offensives un peu que Devon Toews. Du moins, il ne l'a pas développé au même rythme. Mais, tu sais, je vais dire Devon Toews parce que, justement, en ayant Makar avec lui, souvent, tu sais, il ramasse quand même beaucoup de points pour un gars qui, justement, va essayer de trouver d'autres personnes qui vont ensuite faire les jeux. Puis, lui, il va peut-être être la 4e, avoir touché à la rondelle, quoi que ce soit, mais je trouve qu'il fait quand même une bonne job offensivement. Il est super bon en placement de rondelle au filet, tu sais. Puis,
sais, la stratégie des Hurricanes, justement, c'est on envoie son défenseur, après ça, on crush le filet, puis on envoie des tirs du poignet vers le but en zone offensive. Puis, tu vois, Pesci, justement, lui, il a joué longtemps avec Slavin, puis il était sa première ligne. Il n'a quand même pas réussi à faire tant de points que ça, malgré une stratégie qui justement, pourrait faire en sorte que les défenseurs ramassent quand même des points en envoyant des pucks au filet avec beaucoup de retours, avec 3 attaquants qui sont au filet. Puis ça n'a pas été le cas. Donc, tu sais, je pense que Pesci est un petit peu plus unidimensionnel au niveau défensif, même s'il est capable d'aller ramasser des points parce qu'il est dans une excellente équipe. Là. Mais c'est pour ça que je donne un peu l'avantage à Taves, qui est un petit peu plus polyvalent, puis il est quand même très, très, très correct là, défensivement. Là. Il est vraiment très bon. C'est juste qu'il est moins physique un peu que Pesci, mais sinon, là, puis aussi, il a un meilleur coup de patin que Pesci pour moi. Donc, c'est pour ça que je prends Taves. Mais un droitier très bon défensivement, stable, avec un très bon salaire, c'est sûr que je le prends demain matin aussi. Hugo, de ton côté? Moi, j'y allais avec Brett Pesci, je pense. Au début, j'étais comme peut-être. Je penchais un peu plus vers Devin Taves, mais en même temps, plus j'y pense, oui, Pesci n'a pas remporté les grands honneurs encore. Il joue dans une équipe qui est bonne, qui est constante, mais qui n'a pas le spark là, pour aller un peu plus loin. Par contre, si je compare les deux carrières, je trouve que Brett Pesci a eu des plus grandes responsabilités et des plus grands votes de confiance quand les Hurricanes avaient une brigade défensive blessée, endommagée, puis était quand même capable de relever la tâche avec brio. Oui, peut-être moins de upside offensif que Devin Taves, prend moins de risques, mais en même temps, est véritablement un homme de confiance. Et encore une fois, on l'a dit un peu plus tôt, ne s'est pas fait échanger. Puis ça, c'est significatif pour un fanbase, mais c'est aussi significatif pour une équipe. Donc, doit amener un certain leadership. Puis est extrêmement bien rodé. Il a dû se débrouiller un peu plus seul que Devin Taves, qui, comme Marc l'a dit, est en train d'évoluer son jeu encore, mais il apprend constamment de Kyle McCarr. C'est sûr qu'il est dans le meilleur duo de défenseurs de la Ligue, ou genre dans le top 3 des meilleurs duos de défenseurs de la Ligue. Mais pour ce qu'il a accompli et pour ce qui s'en vient pour Brett Pesci en termes de responsabilité et de leadership, je pense que je vais aller de ce côté-là. Ben merci Hugo, t'as permis de faire varier un peu nos réponses également. Moi, de mon côté, j'y vais avec Devin Taves, donc comme la majorité. C'est intéressant, tantôt tu as parlé de Jacob Slavin, Julien. J'ai failli faire cette comparaison-là entre Taves et Slavin, donc ça aurait été un autre choix intéressant qu'on aurait pu comparer. Puis j'aurais été curieux, peut-être que vos choix auraient été un peu différents. Slavin, moi, ça a été Slavin, c'est ça. Slavin, il est incroyable. C'est vrai. Vous autres, les gars? Ouais, Slavin. Bon, mais je suis content que les gens l'aiment parce que habituellement, c'est le genre de gars que ça te prend quasiment des statistiques avancées pour leur faire réaliser aux gens qui est important comme défenseur. C'est excellent. Ouais, c'est tellement bon, ce gars-là, c'est incroyable. Il fait tout correct à la défense, c'est incroyable. Puis il fait tout bien. C'est vraiment, puis tu sais, c'est plate à dire parce que le Norris, c'est Erik Karlsson, cette année, je ne sais même pas s'il a passé. Je pense qu'il a passé plus de temps en zone offensive et en zone neutre que dans sa zone. Et pourtant, ça va être un gars qui va gagner le Norris. Fait que des fois, c'est comme. Tu sais, il y a l'attaquant offensif de l'année, puis il y a l'attaquant défensif de l'année. Mais là, je commence à me demander si on penserait peut-être avoir le trophée du défenseur défensif de l'année. Probablement que chez Weber, à l'époque, aurait été souvent là, puis qu'à cette année, mettons, dans notre époque, des gars comme Steven seraient là, parce qu'à chaque fois qu'on parle de bons défenseurs, c'est tout le temps des gars qui ont 60 points et plus. Si on demande aux gens aujourd'hui qui sont les meilleurs défenseurs, sans hésiter, le monde va mettre Quinn Hughes. Mais Quinn Hughes dans sa zone, c'est pas facile. Là. C'est pas juste pas facile, c'est une catastrophe. Là. Mais il devrait avoir le trophée Paul Coffey. Exact. Meilleur défenseur offensif. Mais oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous aviez entendu pendant les séries, parce que là, on parle de Slavin, mais durant les séries, Brindamour a fait une déclaration disant que c'était probablement un des meilleurs de l'histoire à la position de défenseur. Évidemment, là, il va vanter ses propres joueurs, mais tout de même, c'était tout un message lancé par l'entraîneur-chef. Donc, un dernier vert et rouge pour compléter cette soirée. Peut-être celui-là, vous aurez des opinions différentes. Alex DeBrincat, dont le contrat vient à échéance et qui est joueur autonome avec restriction, sera échangé par les sénateurs d'Ottawa d'ici le 1er juillet. On se rappelle la clause, en fait, l'offre qualificative dans son contrat serait de 9 millions si on décide de conserver ses services. Marc-Antoine?
Ah ouais, hein? OK. Ben, premièrement, s'il ne veut pas rester, il faut que tu essaies de l'échanger. Ça, c'est la première des choses. Après ça, s'il souhaite rester, est-ce que moi, je donne 9 millions à ce joueur-là? Parce que là, c'est sûr que si tu le perds, tu as un trou à combler, qui est un gars qui est capable de marquer les buts. Moi, de Brincat, comparativement à la moyenne, je ne suis pas le plus grand fan de ce joueur-là. Je n'ai pas un coup de cœur pour moi. C'est pas un joueur que j'aurais fait des pieds et des mains pour aller le chercher. Mais forcé d'admettre qu'à 9 millions, est-ce que ce serait le même prix s'il était dans un autre marché? Probablement pas. Je pense qu'Ottawa, c'est aussi ça. C'est pour ça que des fois, il y a des joueurs qui sont allés chercher des gros contrats à Ottawa. C'est parce que tu fais, pour habiter à Canada, donne-moi 1 ou 2 millions de plus par année. Ça ne me tente pas. Et c'est surtout que c'est pas rare qu'ils liquident les joueurs. Donc là, tu fais, ouais, OK, pas de stabilité, l'environnement c'est ordinaire un peu, puis je suis imposé à 52%. Donc là, tu fais, ouais, OK. Écoute, est-ce que moi, j'y donnerais 9 millions? Ben, en fait, là, la question, c'est plus, est-ce que DJ Smith va l'échanger? Pas des. Pierre Dorion. Pierre Dorion. Est-ce que Pierre Dorion va l'échanger? Lui, il veut gagner tout de suite. Je suis persuadé qu'il va se laisser tenter avec un. Moi, Pierre Dorion, je suis persuadé qu'il va essayer de donner un 4-5 ans autour de 9 millions. Je suis persuadé qu'il va essayer ça. Il n'a plus le choix. Là. Il a fait l'échange à Chikrin en disant on veut gagner maintenant. S'il ne signe pas de Brincat, c'est quoi le message qu'il envoie? Le message mixte, exact. Je pense qu'il est pris, là. Il est obligé de se commettre. Julien? Moi, je vais dire rouge. Je pense pas qu'il va signer. Je pense qu'il va, en fait, je vais dire vert. Oui, je pense qu'il va l'échanger, c'est ça? Oui, je pense qu'il va l'échanger d'ici le 1er juillet. Parce que sa structure salariale va avoir des problèmes et encore des gros besoins, je trouve, à combler, surtout en arrière. Moi, je veux un autre défenseur puis je veux un gardien de but. Fait que, il va falloir qu'il paye. Donc, moi, à mon avis, il va essayer de le monnayer. Je ne dis pas qu'il va réussir. Mais moi, je pense qu'il veut le faire s'il a le bon deal. Parce que ça, à l'attaque, honnêtement, il manque. Moi, je trouve qu'il manque rien. Tu sais, Batterson, Norris aussi qui va revenir. T'as Kachuk, t'as Studzla, t'as Giroud. Tu sais, écoute, là, Mané, qu'est-ce que tu veux, là. Donc, puis t'as aussi le jeune Pinto, il y a du stock. Là. À l'attaque, moi, je pense qu'ils sont corrects. Là. Peut-être qu'il manquerait justement un vétéran à 4 millions, là, mais pas un DeBrincat à 9. Là. C'est pas ça qui manque. Toute l'année, là, c'était une équipe qui comptait des buts. C'est le problème, ça a été en arrière toute l'année. Fait que moi, personnellement, je trouve pas qu'il y a d'affaires là. Fait que j'essaierai de l'échanger. Mais là, est-ce qu'il y a une équipe qui va vouloir dire moi, je veux DeBrincat à 9 millions? C'est ça la question. Ben, encore là, c'est là le problème. Oui, évidemment, c'est sûr, un peu comme on l'a vu avec Kotkaniemi à son renouvellement de contrat avec les Hurricanes, peut signer pour moins cher à plus long terme, c'est possible. Par mais après, par contre. En fait, non, il pourrait signer dès cette année pour moins cher, sauf qu'il faut qu'il trouve une équipe. Il faut que les Sénateurs, d'ici le 1er juillet, trouvent une équipe qui vont le signer, puis il y a une entente déjà en place qui peut peut-être être plus compliquée. Lui, il veut jouer là-bas, puis il est prêt à accepter moins de salaire. Exactement. Puis ils ont quelque chose à donner pour. Puis, ça fait beaucoup de choses, parce qu'on c'est facile de cibler, mettons, ce que Ottawa veut, mais contre DeBrincat, c'est un peu difficile. Hugo? Ouais. Écoute, moi, je pense que, en tout cas pas cette année, je pense que DeBrincat fait partie. Plus, c'est vraiment plus on dirait d'un point de vue marketing, là, qui est ma réponse, mais on dirait que DeBrincat fait quand même partie de ce noyau de joueurs-là qui amène une certaine foule à Ottawa. C'est quand même un marqueur de 40 buts 2 fois. Puis je pense que c'est comme il va faire partie de ce nouveau chapitre-là des Sénateurs. Puis je pense qu'il y a d'autres manières pour Pierre Dorion d'aller chercher un bon défenseur puis un gardien de but. Un autre bon défenseur puis un gardien de but. Puis c'est ça, sa situation contractuelle est un peu bizarre. Là. C'est vraiment une zone grise. Fait que moi, je dis rouge. Je pense que DeBrincat va rester. Ouais. Je ne suis pas convaincu d'un côté ou de l'autre, mais je vais y aller avec rouge. Les Sénateurs ont un excellent top 6, là, on l'a mentionné. On marque beaucoup de buts. Il ne faut pas négliger non plus. C'est un gars de 25-30 buts de Brincat, puis avec qui tu le remplaces après, si jamais tu le laisses aller ou tu l'échanges, c'est là que ça peut devenir un petit peu un piège. Tu as un très bon top 6, des joueurs à part Giroud qui ont tous 25 ans ou moins. De Brincat n'est même pas dans son prime encore là, en termes d'années. Il a 25 ans. Fait il peut te donner encore plusieurs bonnes saisons. Moi, je pense que c'est une des pièces. C'est pas un gars
premier trio là, avec quand t'as Kachuk, tout ça, puis ça, mais c'est ton deuxième trio, là, c'est un excellent gars à avoir. Pour ton avantage numérique, c'est un excellent gars à avoir. Il faut trouver un moyen de le garder du côté d'Ottawa. On a bâti quelque chose de solide, puis je pense que ça serait un petit peu un échec, là, à moins qu'on ait un très gros retour. Là, donc, c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement 100% rouge, mais ça dépend du retour. Je pense qu'on devrait essayer de le garder quand même. Je vais y aller avec vert. Je crois que justement, on peut aller chercher ce gros retour-là simplement en regardant la transaction aujourd'hui de Provorov. C'est quand même intéressant ce que les Flyers ont été chercher pour lui. Puis je pense quand même qu'il va y avoir de l'intérêt pour un gars comme DeBrincat. C'est un marqueur, pas au final. Puis je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être intéressées puis peuvent avoir du stock à donner, dont ce que Julien mentionnait tantôt, un défenseur ou un gardien de but. Je pense aussi la raison pourquoi j'y vais avec vert qu'il faut qu'il l'échange et ne pas le garder à long terme, c'est que je regarde la structure salariale, puis on en a parlé la semaine passée avec les Leafs, tantôt avec les Canadiens. Il y a beaucoup d'argent déjà à l'attaque. On va avoir Sanderson qui, dans 2 ans, va être assigné en défensive. On n'a toujours pas de gardien de but. Et Chychrun, dans 2 ans aussi, si jamais, exemple, il veut continuer l'expérience à Ottawa, puis il a l'air d'avoir aimé ça l'an dernier, là, va demander beaucoup d'argent aussi. Donc, si on signe DeBrincat, on ne pourra pas garder tout le monde en arrière, puis la brigade défensive est déjà assez mince. Pour moi, être les Sénateurs, je l'échange d'ici le 1er juillet. Puis selon moi, on va être en mesure de trouver une équipe qui va être capable de s'entendre avec lui parce que je ne pense pas que son prochain long contrat va être de 9 millions. Donc, je pense que plutôt que de se tirer dans le pied et de vouloir absolument son 9 millions cette année, il va peut-être être prêt à accepter un 7,5, 8, un peu dans les eaux de ce que Caulfield a obtenu pour plus longtemps et s'installer avec une équipe avec laquelle il veut être. Donc, moi, je vais aller avec vert. Je pense que les Sénateurs vont l'échanger. Puis ça serait un bon contexte au niveau du repêchage. Puis on sait qu'il y a des équipes qui peuvent peut-être être intéressées justement à bouger rapidement pour déjà s'établir en vue du marché des joueurs autonomes.